Bonjour à toutes et à tous. Je me présente vite fait, vu le temps qui court. Alors, je m'appelle Benjamin Deporter, je suis kinésithérapeute depuis un peu plus de 2 ans et demi à l'Institut Jules Bordet et je suis référent du service d'hématologie de ce même institut depuis 2 ans. L'année passée, j'ai fait un diplôme universitaire sur la douleur en oncologie à l'Institut Gustave Roussy à Paris et je vous présente un petit bout de celui-ci aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par le commencement. La définition de la douleur, finalement, c'est quoi? Les étudiants la connaissent évidemment, à mon avis, par cœur, juste après leurs examens. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes évoquant une telle lésion. Dans la littérature, nous voyons que finalement, les 3 quarts des patients, tout tout type de cancer confondu, ont des douleurs liées à leur cancer. Cette prévalence de la douleur, finalement, en 20 ans, elle n'a pas énormément changé, puisqu'on voit qu'en 1995, environ 57% des patients décrivaient des douleurs malgré même les traitements qu'ils avaient, comparé à 54% en 2014. Pourquoi? Parce que pourtant, nous avons de nombreux traitements antalgiques qui arrivent sur le marché, de nombreuses molécules, de nombreux traitements novateurs aussi pour gérer cette douleur. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a aussi en parallèle les traitements anticancéreux qui, eux, font un bond en avant depuis plusieurs années, avec de nombreuses thérapies comme les chimiothérapies qui continuent leurs avancées, les hormonothérapies, les immunos, les thérapies ciblées. Et alors, vous en avez peut-être entendu parler, mais l'ARN messager, dont on a entendu parler avec la Covid, mais est connu depuis plus de 30 ans et les experts pensent pouvoir commencer les premiers protocoles expérimentaux de traitement anticancéreux à base d'ARN messager dans les prochaines années. Un dernier rappel un petit peu théorique, les 3-4 composantes de la douleur, je les décris ici, donc la composante sensoridiscriminative qui évalue la qualité de la douleur, donc est-ce une piqûre, une brûlure, un pincement, la durée, la localisation et l'intensité de celle-ci. La composante affectivo-émotionnelle qui décrit la tonalité de la douleur, donc ce que le patient décode comme douleur, donc est-ce qu'elle est désagréable, pénible, suicidaire, c'est très réjouissif comme sujet. Et enfin, la composante cognitivo-comportementale, qui sont en fait les interprétations et les réactions liées à cette douleur en fonction du passé du patient, de son vécu, donc de son vécu en lien avec la douleur, de sa culture et de sa propre personnalité. Passons dans le vif du sujet avec des superbes imageries ici présentes. On voit ma petite souris. La douleur cancéreuse, c'est une douleur qui est destructrice. En tout cas dans les tumeurs solides, elle détruit les tissus environnants. Elle est généralement inflammatoire également et elle agresse tous les tissus neurologiques, osseux, articulaires et tissulaires. Vous voyez ici un jeune patient de 18 ans qui avait un chordome au niveau de C2, C3, qui est un sarcome assez rare au niveau des os de la base du crâne et de la colonne vertébrale, qui avait comprimé la moelle épinière, induisant une presque tétraplégie. Ici, des métastases d'un cancer du côlon au niveau du poumon chez un jeune patient de 52 ans. Et alors ici, une jeune patiente, on peut dire également de 72 ans, qui avait un myélome multiple. Et vous voyez ici les nombreux tassements vertébraux engendrés par ce myélome. D'autres imageries assez sympathiques aussi. Un ostéosarcome au niveau fémoral distal chez un jeune militaire algérien de 23 ans. Ici, des métastases d'un cancer du canal anal qui se sont mis au niveau du bassin. Vous voyez comme finalement, c'est une métastase de 14 cm sur 17 cm. Elle a rongé tout le ciliaque. Vous voyez même des petits bouts de ciliaque qui traînent à l'intérieur. Donc, je vous laisse imaginer la douleur osseuse, articulaire et neurologique que ça a pu entraîner chez la patiente. Encore une fois, un jeune patient de 18 ans avec un ostéosarcome au niveau fémoral distal. Et alors, un jeune militaire algérien également de 20 ans qui présentait un lymphome scléronodulaire avec atteinte osseuse. Et vous voyez cette belle colonne vertébrale qui était rongée par le lymphome et les tassements vertébraux qui l'en induisaient.
Au niveau des chirurgies, il y a énormément de cancers différents et donc beaucoup de chirurgies différentes aussi. Toutes les douleurs post-mastectomie, les chirurgies des voies aérodigestives supérieures et les thoracotomies lors des cancers pulmonaires sont donc très fréquentes. Pour essayer d'en résumer et de faire évidemment une liste non exhaustive de celles-ci, nous voyons principalement des névralgies intercostales liées à la section des nerfs costaux, les douleurs liées aussi au lymphœdème, des névromes qui sont en fait la reconstruction nerveuse après qu'on ait coupé le nerf et qui peut former un ganglion, une espèce de bulbe nerveux qui peut se loger au niveau de la cicatrice et des tissus adjacents à la cicatrice, et donc lors de la mobilisation des tissus peut générer des douleurs avec des potentiels d'action douloureux. Et alors les douleurs cicatricielles, évidemment, comme vous vous en doutez, les douleurs liées à la reconstruction. Vous voyez ici sur la photo un DIEP, donc une reconstruction du sein avec la graisse du bas-ventre, qui induit effectivement également une douleur fantôme pour toute partie amputée, que ce soit une amputation d'un membre inférieur après un ostéosarcome, que ce soit une mandibulectomie après une parotidectomie qui a envahi toute la sphère buccale et on a dû peut-être faire une mandibulectomie. Tout ça va engendrer des douleurs fantômes. Les douleurs post-chimio et radiothérapeutiques, qui sont très nombreuses également, mais en essayant de les résumer, pour les douleurs des chimios, on trouve énormément de douleurs neuropathiques, puisqu'elles agressent la myéline et la gaine des nerfs. Ça va donc engendrer des décharges électriques, des fourmillements dans le bout des doigts, dans les orteils, puisque ça agresse généralement les fibres nerveuses qui sont longues, donc celles qui vont jusqu'aux extrémités. Nous avons les brûlures liées aux radiothérapies, les douleurs ostéomyo-articulaires induites par les chimios principalement et la radiothérapie, les toxicités cutanées qui peuvent donner des prurites, donc des démangeaisons au niveau cutané, des ongles cassants qui finalement, quand ils se cassent à moitié, créent des douleurs par cette cassure des ongles. Et alors, les mucites qui sont assez fréquentes aussi, surtout dans mon service d'hématologie où les patients subissent des chimiothérapies à haute dose juste avant leur greffe de cellules souches hématopoïétiques, et les mucites sont tellement importantes que les patients n'arrivent parfois même plus à avaler leur propre salive et crachent dans un bassinet tout le long de la journée et toute la nuit. Dans la prise en charge complète du patient, il ne faut pas se focaliser non plus que sur ce qu'il vit actuellement avec vous dans son lit d'hôpital, mais il y a aussi tout l'à côté. Finalement, chaque prise de sang, chaque gazométrie artérielle, des poses de cathéter, des bronchoscopies avec lavage broncho-alvéolaire ou non pour voir s'il n'y a pas une atteinte fongique au niveau pulmonaire, des ponctions de moelle osseuse, les biopsies forcément des tumeurs solides, tout ça sont des événements douloureux que le patient vit et qui influencent forcément le seuil de sa douleur. Et il faut en tenir compte quand vous les avez en séance, ayez vraiment ça en tête. Comment est-ce qu'on évalue cette douleur? Nous avons plusieurs outils à notre disposition. Le schéma de localisation de la douleur que vous voyez ici à droite, qui, avec le questionnaire de la douleur de Saint-Antoine, évalue tous les deux plutôt la composante sensoridiscriminative de la douleur. L'échelle de l'HAD, qui, avec une partie du QDSA, et les échelles visuelles analogiques, échelle numérique et échelle visuelle simple, tous trois évaluent aussi la composante affective-émotionnelle de cette douleur, donc la tonalité, donc la pénible, désagréable, etc., pour rappel. Et alors, le questionnaire CONSI de la douleur, qui est une traduction française du Body Pain Index, qui évalue très fortement aussi la composante cognitivo-comportementale de la douleur. D'autres échelles intéressantes qui peuvent être un outil de diagnostic, comme le DM4, qui nous permet de diagnostiquer les douleurs neuropathiques. L'échelle AlgoPlus, qui est une échelle, où on peut évaluer la douleur chez un patient non communicant. Et alors l'échelle des visages, qui est un petit peu une EVA faite pour les enfants qui ne pourraient pas utiliser l'EVA classique. Alors, encore une fois, rentrons dans le vif du sujet. Parlons des médicaments, les antalgiques.
Alors, l'OMS avant avait indiqué 3 paliers. Maintenant, on parle plus, on a tellement de molécules en stock qu'on parle plutôt de traitement pour des douleurs faibles, modérées ou intenses. Le traitement des douleurs faibles sont généralement des non-opioïdes, comme le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les traitements des douleurs modérées sont des opioïdes faibles généralement, comme le tramadol que vous connaissez sous le nom de Tradonal, la codéine qui est toujours liée au paracétamol et l'opium, la poudre d'opium qui peut être utilisée sous forme de gélules mélangées à de la caféine et du paracétamol. Ça s'appelle la lamaline sous le nom de la marque. Et alors, le traitement des douleurs intenses, ce sont tous les opioïdes et les morphiniques, tous les opioïdes que nous avons. Donc, la morphine, qui est forcément la molécule la plus étudiée, qui est utilisée en première intention, mais il faut faire attention à l'insuffisance rénale, mais elle peut être utilisée en cas d'insuffisance hépatique, comme l'hydromorphone. L'hydromorphone qui est un très bon substrat de la morphine lorsqu'on doit utiliser de hautes doses de morphinique et que le patient commence à avoir des effets secondaires assez importants liés à cette morphine. L'oxycodone qui est aussi un dérivé morphinique apparemment assez efficace pour les douleurs viscérales. Le fentanyl qui peut être utilisé sous plusieurs formes, mais qui est assez connu sous la méthode de patch durogésique, de la marque durogésique, qui est un patch transdermique qui va diffuser le fentanyl à travers la peau et aller ensuite au niveau des vaisseaux sanguins. Et alors, la méthadone, qui est une molécule assez intéressante, mais qui est très peu utilisée, puisque sa pharmacocinétique est assez complexe, elle a beaucoup d'interactions médicamenteuses, mais l'avantage, c'est qu'elle est en fait un agoniste des récepteurs opioïdes, donc il va induire une antalgie, et en même temps, c'est un antagoniste des récepteurs NMDA, les récepteurs NMDA qui jouent en fait un rôle dans la facilitation de la douleur, et donc induire une hyperalgésie que nous retrouvons souvent en post-opératoire. Et donc, ça va jouer sur les deux tableaux, ce qui est vraiment intéressant avec cette molécule. Mais malheureusement, elle est assez délicate à utiliser. Il y a plusieurs formules qui sont connues pour doser cette méthadone pour les patients. Le traitement des opioïdes pour les douleurs intenses se fait par une dose de fond qui va couvrir les 24 heures. Et alors, à la demande du patient, lors d'un accès douloureux que je vais décrire plus tard, le patient peut demander une interdose de cette même substance qui sera 1/6 à 1/10 de la dose de fond environ. Alors, en tant que kiné, vous allez aussi avoir des patients qui sont sous opioïdes et donc avoir des potentiels effets indésirables de ceux-ci, comme initialement des nausées et des vomissements, de la constipation qui doit être une préoccupation constante, la somnolence, l'euphorie, la confusion, des troubles urinaires, des vertiges, du prurite, donc des démangeaisons cutanées, de l'hypersudation, des myoclonies, encore et encore de la diplopie, donc voire double, et de l'hypersécrétion lacrymale. Et enfin, s'il y a un surdosage en opioïdes, il y a des risques pour qu'il y ait une dépression respiratoire, dont je parlerai un petit peu plus tard. D'autres traitements médicamenteux, les co-antalgiques que nous pouvons utiliser aussi, la kétamine et les antiépileptiques qui sont en fait des inhibiteurs des récepteurs NMDA, donc qui vont induire une anti-hyperalgésie. Les antidépresseurs qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, qui ont un rôle dans la modulation de la douleur. Et alors des techniques un peu plus novatrices comme les patchs de capsaïcine sous la marque Qutenza, qui sont en fait des patchs avec 8% de capsaïcine, donc la molécule du piment, comme vous voyez sur la photo. Et cela va brûler les terminaisons nerveuses et les récepteurs qui engendre le potentiel d'action de la nociception. Donc, il y aura une exacerbation de la douleur pendant environ 2 semaines, mais par la suite, une diminution très nette de la douleur. Et alors, les patchs Versatis, qui sont en fait de la lidocaïne à 5%, qui est un antagoniste des récepteurs NMDA. D'autres voies aussi peuvent être utilisées, comme la voie intratécale, avec une chambre implantable ou pas, où on peut injecter jusqu'à 300 fois la dose d'opioïdes per os, qui va diffuser au niveau rachidien et produire une antalgie plus centrale.
Et alors, le gaz méopa, qui est le gaz hilarant, qu'on peut utiliser assez souvent pour des examens médicaux et des opérations. Je citerai quelques exemples un petit peu plus tard. Alors finalement, c'est quoi une douleur contrôlée? Parce qu'on se dit antalgie, 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 ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur spécifiquement. Une douleur doit être contrôlée, ça signifie que l'échelle numérique doit être en dessous de 3/10, d'un point de vue du patient évidemment, qu'il dorme correctement, que son sommeil soit conservé, qu'il y ait moins de 4 accès douloureux paroxystiques par jour. Je vais définir ça un petit peu plus en détail à la dia suivante, que le patient détermine une efficacité du traitement d'au moins 50%, que son EVA passe par exemple de 6 à 3/10 minimum, que ces activités de la vie quotidienne restent possibles sans trop de limitations, et enfin que les effets indésirables des traitements soient mineurs ou absents. D'où l'intérêt que le patient ait un carnet de suivi aussi par rapport à sa douleur, puisque quand vous avez un patient en cabinet ou à domicile qui vous dit qu'il prend plus de 4 interdoses par jour, ça veut peut-être dire qu'il a peut-être trop d'épisodes douloureux dans la journée et donc la douleur n'est peut-être pas spécialement contrôlée. Il vous dit peut-être qu'il dort mal, qu'il se lève 2-3 fois par nuit parce qu'il a mal. Ça, il faut en tenir compte, poser la question au patient parce que peut-être que pour lui, il trouvera ça normal, peut-être que son médecin aura déjà augmenté 1 fois, 2 fois, 3 fois les doses et que le patient n'osera peut-être pas redéranger son médecin pour ça. Et donc là, vous êtes là en tant qu'intervenant aussi pour conseiller à votre patient d'aller revoir son médecin, voire vous-même appeler le médecin et essayer de lui en parler. Alors, l'ADP, c'est en fait une exacerbation transitoire de la douleur qui apparaît sur un fond douloureux qui est stable chez un patient oncologique et qui a déjà des traitements en opioïdes qui normalement sont stabilisés depuis au moins 1 semaine. Ça atteint son paroxysme en moins de 3 minutes et il dure environ 30 minutes. Vous voyez ici sur la petite image, donc on a le traitement en opioïdes qui couvre la douleur de fond, mais de temps en temps, dans la journée, il peut y avoir des excès de douleur qui arrivent et c'est à ce moment-là, généralement, que le patient va prendre une interdose. Vous avez des patients qui sont sous opioïdes, c'est aussi intéressant de savoir si jamais ils en prennent trop. Les signes, somnolence plus, le patient qui sera réactif aux stimuli, et alors une fréquence respiratoire en dessous de 10 par minute. Qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas-là? Appelez le médecin en première intention, continuez à stimuler le patient. Si vous avez de l'oxygène à disposition, ce qui n'est pas toujours le cas à domicile, mettre l'oxygène puisqu'il risque de désaturer avec la fréquence respiratoire qui diminue. Surveillez les paramètres du pouls et de la tension artérielle également. Et arrêtez évidemment tout antalgique. Si jamais le patient est branché à une pompe, vous éteignez la pompe. S'il a encore le patch de lidocaïne ou de fentanyl, vous enlevez le patch. Et alors, ça, c'est plus pour le médecin qui va potentiellement, si c'est un morphinique, déclencher le protocole naloxone, qui est l'antagoniste morphinique. Alors, en kiné, pour les étudiants et les kinés diplômés également, la douleur doit rester un signal d'alarme également. Donc, évitez, si vous avez des patients qui viennent à votre cabinet ou que vous allez voir et que parfois il a des accès douloureux paroxystiques, évitez de lui demander de prendre une interdose avant les traitements si nous sommes dans une phase thérapeutique pas spécialement palliative. Par exemple, mon jeune patient de 20 ans qui avait son lymphome, qui avait complètement déformé sa colonne vertébrale et il y avait des lésions au niveau du bassin aussi. Il avait de grosses douleurs. Il avait un traitement de fond en opioïdes, mais comme il restait alité quasiment toute la journée, il avait de l'acide, il était œdémacié de partout en fait. On avait vraiment peur d'une grosse amyotrophie également. Il fallait qu'il continue à savoir faire ses activités quotidiennes. Et donc, je devais le mobiliser, le mettre assis au bord du lit, essayer de le refaire marcher au fur et à mesure avec un rollateur de roue, même à 20 ans. Et bien là, avec toutes les lésions osseuses qu'il y avait, c'était important que je sache quand même si jamais il avait une douleur qui arrivait. Et donc, je demandais à ce qu'il ne prenne pas d'interdose avant mon traitement. Par contre, si vous êtes sûr et certain que vos gestes avec lui sont sûrs, que vous n'allez pas aggraver la situation du patient, lors par exemple des hyperalgésies post-opératoires,
lors d'une hépatectomie, le lendemain, on fait le premier levé, peut-être la première mise en fauteuil. On sait que le patient va être hyperalgésique après l'opération, mais on sait que nos gestes ne comportent pas spécialement de risque parce qu'on prend vraiment des précautions pour ne pas tirer sur la cicatrice, etc. Eh bien là, quand on sait que nos gestes sont sûrs, qu'on ne va pas aggraver la situation, on peut demander effectivement à ce qu'on mette une interdose avant si le patient a peur d'avoir mal ou qu'il est déjà un petit peu allergique. Et alors, le contexte de la fin de vie, comme l'a présenté Madame de Trie lors de son premier exposé, un patient qui, on sait très bien que l'issue sera fatale dans les jours ou même les heures à venir, mais où on doit parfois éviter qu'il y ait certaines complications dues à l'alitement, comme le risque d'escar, mais essayer de maintenir l'autonomie du patient ou parfois même simplement remonter le patient dans son lit. Ça peut engendrer des douleurs et si vous savez que vous n'allez pas finalement jouer sur le pronostic vital du patient. Donc là, c'est conseillé quand même de demander au patient de prendre une interdose juste avant. Toujours à discuter évidemment avec le médecin. Quoi d'autre? Comme l'a présenté un collègue précédemment aussi, je n'ai plus le nom, excusez-moi, de l'activité physique adaptée, qui est très intéressante évidemment pour lubrifier les articulations et traiter les troubles ostéo-myo-articulaires. Et alors, d'autres techniques assez intéressantes et assez novatrices aussi, qui sont l'hypnose, qui est en train d'arriver qui arrive vraiment dans nos hôpitaux. On a de plus en plus de collègues formés en hypnose, la relaxation et la sophrologie. Pour donner trois petits exemples, on avait un patient qui était très allergique et qui avait peur pour la pose d'un cathéter au niveau central. Et donc, la psychologue formée en hypnose l'a accompagné et ils ont fait la petite intervention chirurgicale sous hypnose et ça s'est très bien passé. Un jeune patient de 25 ans qui avait une leucémie aiguë myéloïde dont on suspectait une infection fongique sous aspergillose. En fait, il devait refaire pour la deuxième fois un lavage broncho-alvéolaire. Et étant donné que c'est un examen assez rude, il refusait de le faire. Mais avec les conseils de la psychologue, finalement, ils ont fait le lavage broncho-alvéolaire sous hypnose et ça s'est passé nickel. Et enfin, dernier petit exemple, nous avions une patiente d'une cinquantaine d'années qui était sous haute dose de corticoïdes, la haute dose de corticoïdes qui avait fragilisé sa peau. Elle avait des grosses lésions au niveau anal, avec malheureusement un germe assez résistant à l'intérieur. Il fallait traiter cela, mais les soins étaient vraiment très compliqués puisque la patiente hurlait à la mort tellement les soins étaient douloureux, ce qu'on comprend. On avait essayé plusieurs antalgiques, mais qui ne fonctionnaient pas. Et là, le gaz méopa avait un petit peu aidé. Ça aidait encore bien, mais la patiente avait quand même des douleurs. Et alors, en combinaison avec l'hypnose, les deux cumulés, eh bien, les soins n'ont plus jamais engendré de douleur. Et enfin, je finirai par un conseil, c'est que tous les traitements kinésithérapeutiques et de techniques kiné que vous avez dans votre boîte à outils, que ce soit vos étirements, vos massages, vos traitements des troubles ostéo-myo-articulaires, l'activité physique adaptée, tout ça sont des armes pour faire diminuer la douleur chez vos patients, voire même provoquer une antalgie. Ça va, donc, le patient va s'en sentir plus soulagé et prendre moins d'interdoses. Et donc, il va y avoir une diminution du besoin médicamenteux. Et donc, vous influez indirectement aussi sur la surcharge hépatique, la surcharge rénale, puisqu'il y a beaucoup de médicaments qui sont métabolisés par le foie, qui engendrent des métabolites qui risquent de s'agglutiner au niveau des reins. Il y a beaucoup d'opioïdes qui, comme le tramadol, se métabolise en beaucoup de métabolites et ça risque de s'agglutiner au niveau rénal et donc risquer de provoquer une insuffisance rénale. Et comme il y a beaucoup d'autres médicaments que le patient doit prendre dans son traitement oncologique qui se métabolisent par le foie, eh bien, vous évitez une surcharge hépatique, des interactions médicamenteuses et rénales. Et que finalement, autre petit conseil, c'est que parfois, quand les patients viennent à votre cabinet ou que vous les suivez en séance, les premiers signes de cette diminution de la douleur que vous allez avoir, ce ne sera pas forcément une diminution des plaintes du patient, mais en le questionnant un petit peu sur ces traitements médicamenteux, il peut
peut-être à la séance d'après ou 2 séances plus tard, vous dire, bah tiens, c'est vrai que depuis que j'ai commencé la kiné, avant je prenais 3 interdoses morphiniques par jour, maintenant j'en suis plus qu'à une et encore vraiment le soir si vraiment j'ai mal ou si vraiment j'ai peur de ne pas bien dormir ou quoi que ce soit. Et donc finalement, le patient va peut-être vous dire que pour lui, son échelle numérique est toujours à 3 ou 4 sur 10, mais peut-être qu'en fait, en le questionnant un petit peu, vous voyez qu'il prend moins de médicaments. Ça veut dire que l'air de rien, il a moins d'accès douloureux paroxystiques et peut-être que son traitement est mieux géré. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Ça va, en fait, je suis dans le temps. Non, c'était très clair. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au niveau questions-réponses, on va attendre quelques secondes. Pour le moment, il n'y en a pas. Ça a été très clair, en tout cas. Merci. Et merci beaucoup d'avoir participé à notre... Merci beaucoup. Merci à l'UMISEC de m'avoir invité. Merci à vous.